C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors c'était un qui tout double. Le président a finalement autorisé le gouvernement à sortir la grosse Bertha, selon l'expression d'un sénateur de droite. Le 49.3 est enclenché sur la réforme des retraites. Le président a pris un risque social en passant en force sur un texte que 70% des Français refusent. Il prend le risque d'une explosion sociale et un risque politique avec une motion de censure qui pourrait renverser son gouvernement. Le plus dur commence aujourd'hui pour le président français qui va se heurter à la critique d'une réforme faite contre la volonté de l'opinion, avec des syndicats désormais plus remontés que jamais, ou bien ça fait pchit et on n'en parle plus dans quelques semaines. C'est ce qu'on va essayer de tenter de comprendre avec nos invités. On en parle avec Bruno Jeudi, éditorialiste politique. Bonsoir à vous, Bruno. Bonsoir, Rosine. Et Carole Bargeon, éditorialiste à l'Obs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et en fin d'émission, Véronique Reissoul pour sa chronique sur les réseaux. Alors, il y a 2 heures, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé l'utilisation du 49.3 dans un hémicycle survolté. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Nous retrouvons en direct de l'Assemblée nationale Alexandra Renard. Alexandra, vous avez assisté à son allocution, celle de la Première ministre, dans un brouhaha indescriptible qui a beaucoup choqué certains députés. La Première ministre a tenu bon malgré le chahut et les vociférations de l'opposition. Effectivement, c'était particulièrement chaotique. Il y a eu d'abord tous ces députés qui se sont levés comme un seul homme et qui ont brandi des panneaux où il était écrit « Non aux 64 ans ». Et puis ils ont entonné la Marseillaise de plus en plus fort au fur et à mesure que Elisabeth Borne déroulait son discours qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Il y a eu plusieurs suspensions et jusqu'à la dernière suspension, ils ont continué à chanter. Ici, aux 4 colonnes, il est plus facile de trouver des opposants qui se sont levés dans l'hémicycle, mais plus difficile effectivement de trouver des députés, les Républicains. Et certains députés qui se sont confiés à nous nous ont dit que le texte a été tellement modifié qu'ils ne savaient même plus pour quel texte ils allaient voter. Et ils envisagent peut-être un recours constitutionnel pour faire invalider ce texte suite aux motions de censure. Je suis en compagnie de Fabien Roussel. Bonjour. Je voulais vous demander quelle est votre réaction par rapport au 49.3 et de quels moyens vous disposez actuellement pour réagir encore? D'abord, le 49.3 est un aveu d'échec du gouvernement. Non seulement ils n'ont pas réussi à convaincre une majorité de Français, mais ils n'ont même pas réussi à convaincre une majorité de députés. Ce texte est devenu complètement illégitime. Il n'a aucune majorité, nulle part. Et c'est un texte pourtant important. Maintenant, la suite, c'est d'engager un référendum d'initiative partagée, d'engager un référendum validé par le Conseil constitutionnel. C'est simple à mettre en place ? Il suffit d'avoir 185 signatures, 185 parlementaires qui le déposent au Conseil constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution. Et donc, ça va nous permettre pendant 9 mois d'aller collecter des signatures pour demander au président de la République ce référendum. Si nous obtenons 4 700 000 signatures, 10% du corps électoral, le président doit le mettre en œuvre. Et ça nous laisse donc 9 mois de campagne merveilleuse avec les syndicats pour aller dans les entreprises, sur les marchés, pour collecter ces signatures. Et je ne doute pas que nous y arriverons. Et donc, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir vraiment faire battre cette réforme des retraites, mais surtout, c'est que pendant la période de référendum, pendant la période du RIP, la loi, elle est suspendue. Elle n'est pas appliquée. Donc, ça veut dire qu'on gagne 9 mois. On gagne 9 mois sur notre vie, on gagne 9 mois sur cette réforme, et on gagne la possibilité de battre la réforme. Et donc, il y a un immense élan populaire dans le pays. Il se concrétise aujourd'hui. En forçant le gouvernement au 49.3 et en nous permettant de mettre en œuvre un RIP. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Alexandra Renard. Donc une petite réaction, Carole Barjon, donc ce référendum, est-ce que, alors il a expliqué les commodités on va dire, est-ce que c'est envisageable? Écoutez, en tout cas, la députée socialiste Valérie Rabault, c'est elle je crois qui a lancé l'idée, et au Sénat, le président du groupe du Sénat, Patrick Kanner, elle a annoncé qu'il allait le déposer. Ah non, socialiste. Donc, c'est un processus un peu compliqué, un peu long. Il faut 185 députés, comme le disait Fabien Roussel à l'instant, effectivement. Et toute la question, c'est de savoir, parce que ce que peut faire Macron maintenant, c'est promulguer la loi très vite. Bon. Mais il va y avoir des recours devant le Conseil constitutionnel. Oui. Du coup, pendant ce délai, ça peut peut-être permettre effectivement à ceux qui veulent ce référendum d'initiative partagée de le déposer et que leur demande, s'ils ont évidemment le nombre de députés nécessaires, etc., soit validée. Et 10% du corps électoral, et 10%. Soit environ ça fait 4,5 millions de Français à peu près inscrits sur les listes électorales. Donc le gouvernement n'est pas sorti de l'auberge, Bruno? Ah non, absolument. Ça, c'est une trouvaille des socialistes et des communistes qui essaient d'exploiter le RIP. Ils avaient déjà essayé de le faire avec le référendum, la privatisation de l'aéroport de Paris, qui était un sujet beaucoup plus technique et qui avait été stoppé à cause du Covid. Mais ils avaient quand même réuni à l'époque presque 1,5 million de signatures. Sur un sujet tel que les retraites, on peut imaginer que ce soit possible. Après, Carole le disait, c'est assez long, c'est un processus quand même... On verra. Pour l'instant, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est de repousser une motion de censure, probablement en début de semaine. Le seul truc, c'est que ça peut, retarder l'application de la loi pendant 9 mois. Qui était prévue au 1er septembre 2023. Alors ce matin, Emmanuel Macron a convoqué donc en urgence un conseil des ministres pour justement faire passer ce 49.3, enfin pour que la première ministre l'affirme comme on l'a vu, enfin l'annonce en séance. L'Élysée a fait fuiter sa déclaration. Il dit « Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, mais je considère qu'en l'état, les risques financiers, économiques sont trop grands ». Jean-Marie, comment vous interprétez cette déclaration? D'abord que dans l'esprit du chef de l'État, les risques financiers sont réels. On est dans une période où on sent venir, on est presque peut-être déjà même dans une crise financière internationale, avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc c'est vrai que si un mécanisme financier se déclenche, la France serait à ce moment-là une cible de choix pour ce que l'on appelle les marchés financiers. Et il faut avoir en tête le précédent britannique, avec ce qu'a tenté la première ministre éphémère Liz Truss et qui a dû battre en retraite, et les conservateurs ont dû se priver d'elle très très vite. Sous cette pression-là. Donc c'est un vrai risque. Et donc le fait pour Emmanuel Macron de pouvoir se prévaloir d'une réforme qui porte des économies, et donc par rapport à un endettement français qui est l'endettement record, c'est une façon de se prémunir contre le fait de devenir éventuellement une cible des marchés financiers. Donc ça, c'est réel. Après, il y a cette formule sur « je ne suis pas celui qui risque son siège ou sa place ». Alors, risquer sa place, ça veut dire que le gouvernement va changer, ou peut changer, ou devrait changer d'ailleurs, compte tenu de ce qui s'est passé. Et donc, les ministres sont concernés et tous ne reviendront pas au gouvernement nouvellement nommé une fois qu'Elisabeth Borne sera partie, car dans cette affaire, c'est quand même elle la principale victime du recours au 49.3, puisqu'elle n'a pas pu constituer une majorité et qu'elle s'était elle-même engagée très fortement dans la fabrication de cette majorité. Donc elle est singulièrement affaiblie et on sait que Emmanuel Macron avait envie de changer la donne, donc il va sans doute précipiter le mouvement. Et quant à ceux qui pourraient être privés de sièges, là on entre dans un second scénario qui est le scénario d'une dissolution. La dissolution viendrait évidemment en cas de vote d'une motion de censure, parce que s'il y a une motion de censure, le président répliquera vraisemblablement très vite par une dissolution, et c'est une hypothèse qu'il faut avoir en tête. Par ailleurs, je voudrais juste faire deux petites remarques. Une remarque sur l'ambiance, qui était vraiment désastreuse, choquante. Et c'est vraiment de la part de la France insoumise une façon de maltraiter l'institution dans laquelle ils sont censés nous représenter,
qui est au-delà de ce qui est acceptable. Et donc, il continue à creuser le sillon révolutionnaire pour qu'on se débarrasse de cette démocratie formelle que serait l'Assemblée nationale. Enfin, c'était vraiment très, 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 très choquant. Et sur le 49.3, le 49.3 est une arme constitutionnelle. Donc, il est inutile de dire ce texte est illégitime parce qu'il est passé au 49.3. C'est constitutionnel. Simplement, la grande transformation du 49.3 qui a été utilisée en premier lieu par Michel Rocard, qui a été le champion du 49.3, c'est la transformation dans l'opinion du 49.3, qui hier était accepté comme une arme de gouvernement et qui aujourd'hui est considérée comme une manifestation de brutalité, et de brutalité, voire de déni démocratique. Et ce changement-là, on l'a perçu très vite dans la baisse de la popularité de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui était un petit peu liée au fait qu'elle utilisait ce 49.3. Ouais. Et donc, chez les Français, il faut accepter l'idée que cette arme-là est désormais rejetée. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Bruno Jeudi? Est-ce que Elisabeth Borne met son siège en jeu? Alors, ça aurait été le cas s'il y avait eu un vote, effectivement, et que c'était été retoqué. Mais là, en passant son 49.3, est-ce que c'est un aveu d'échec de sa part et est-ce que Emmanuel Macron peut s'en débarrasser? Alors, elle fait partie évidemment des grands perdants de cette opération. Hein. Jean-Marie le disait à l'instant, Elisabeth Borne s'est beaucoup engagée pour obtenir un compromis, un accord avec les Républicains. Elle avait, on va dire grosso modo, si on résume, joué 2 paris qu'elle a perdus. Le premier, c'était, elle avait demandé une concertation supplémentaire, espérant amadouer un peu la CFDT, raté. Ensuite, elle a obtenu un accord assez rapide, elle a conclu un accord assez rapide avec Éric Ciotti, le patron des Républicains, début janvier. Et avec cet accord, elle pensait pouvoir aller, évidemment le président de la République aussi, pensait pouvoir aller au vote sur cette réforme des retraites. Et puis, ce qu'elle n'a pas vu arriver, c'est que les sénateurs républicains ont été jusqu'au bout présents, avec un Bruno Retailleau qui quasiment défendait avec plus d'enthousiasme la réforme que le ministre du Travail. Mais à l'Assemblée, très vite, on a vu les défections arriver. Et là, elle a perdu son pari parce que ce matin et hier soir, elle s'est rendue compte qu'elle avait probablement moins de 5 voix d'avance. Et que c'était impossible d'aller au vote avec une si faible avance, parce que pour Emmanuel Macron, en fait, dans les 2 scénarios difficiles, le vote perdu ou le 49.3 qui va déclencher immanquablement du charivari politique, on verra si... Pour elle, oui, elle a perdu, et donc elle est forcément quelque part en sursis. Alors, à court terme, déjà, il faut qu'elle repousse la motion de censure lundi, probablement. Ça, c'est le premier point. Et là, évidemment, si le gouvernement tombait, ça, on n'en discute plus. Mais même en sauvant, j'allais dire, quelque part, sa tête lundi lors du vote de censure, il n'est pas certain qu'elle ait beaucoup de carburant pour pouvoir continuer à appliquer les réformes que souhaite le président de la République, parce que manifestement, elle n'a pas réussi à trouver de majorité dans cette Assemblée nationale privée de majorité absolue, je le rappelle. Et les LR ne joue pas le jeu, manifestement, d'accord, ou en tous les cas, Éric Ciotti n'a pas, lui non plus, suffisamment de force politique pour imposer ça à ses troupes. C'est ça, Carole, le tragique de l'histoire, c'est que cette réforme a été quand même un peu déplumée. Pour faire plaisir, le gouvernement s'est quand même agenouillé devant les Républicains en espérant un vote. Résultat, il y a une réforme qui ne leur ressemble pas vraiment. Oui. Et qui... Alors, je voudrais juste, avant de répondre sur les Républicains, je pense que l'échec d'Elisabeth Borne est d'autant plus fort qu'il faut se rappeler qu'en septembre dernier, Emmanuel Macron voulait passer au 49.3. Alors évidemment, ça n'était pas annoncé officiellement, mais c'est ce qu'on savait de ce qui se passait dans les allées du pouvoir. Et c'est Elisabeth Borne qui, évidemment, comme elle venait d'être nommée pas très longtemps auparavant, elle ne voulait pas commencer par un 49.3. Et du coup, c'est elle qui a convaincu Emmanuel Macron qu'elle pouvait elle-même convaincre les partenaires sociaux d'un côté et des parlementaires d'un autre bord politique de l'autre. Et il faut bien voir que sur ces 2 plans-là, elle a échoué. Je pense qu'il y a un petit péché de présomption quand même, parce que c'est vrai que Laurent Berger... on peut critiquer sa stratégie, être d'accord avec lui, pas d'accord, c'est pas le sujet.
il y a une chose sur laquelle il a été absolument clair depuis le départ, c'est qu'il ne voulait pas du report de l'âge légal. Et il l'avait dit vraiment sur tous les tons. Bon, maintenant, sur les Républicains, qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, le gouvernement a fait énormément de concessions à LR. Tout ça pour rien. Peut-être le gouvernement et Madame Borne étaient mal informés, du bordel, pardon, qui règne dans les Républicains. Et elle l'a critiqué d'ailleurs. Elle a dit que la cohérence du passé. Non, mais il n'y a pas que ça. Oui. La cohérence n'y est plus du tout. Elle a sous-estimé sans doute la résolution de beaucoup de députés des Républicains qui, dans cette assemblée-là, sont des élus de la ruralité avec souvent un électorat assez proche du Rassemblement national, etc., et qui était résolu à ne pas la voter. Elle a peut-être sous-estimé ça aussi. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe à LR, c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de chef. Non, il n'y a pas de chef. On va parler de la motion de censure stricto sensu dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter quand même quelques réactions. Je vous propose de les écouter. Ce que nous voulons dire avant tout au pays, c'est que le combat est loin d'être fini. Et je veux vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le fait de dégainer ce 49-3, après avoir claironné partout qu'ils avaient une majorité solide, démontre en même temps leur nullité, leur amateurisme et leur absence totale de respect de la démocratie. Donc, compte tenu de ces circonstances, Madame Borne doit partir. À la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron doit être battu. Macron va être battu. Bon, sauf qu'elle a oublié que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. Petit réglage à faire, là. Encore. Alors, évidemment, on voit que les oppositions se régalent, en quelque sorte, surtout du côté de la France insoumise. Que va-t-il se passer maintenant? Donc, la suite logique, bien sûr, Bruno, c'est le 49.3, c'est la motion de censure. Il va être déposé une ou plusieurs motions de censure. Voilà. Maintenant, mais les LR, Éric Ciotti, mais comme vous le disiez, Carole, ses troupes ne sont pas tenues, il a dit, nous, on ne veut pas ajouter du chaos au chaos, on ne va pas voter. En revanche, le frondeur Aurélien Pradié a dit, je vais réfléchir ce week-end. Oui, donc c'est tout dit, je veux dire. D'abord, il a dit deux choses, Aurélien Pradié. Il a dit, on n'a même pas traité les carrières longues. Or, le compromis élaboré par la commission mixte paritaire porte sur les carrières longues, entre autres. Donc voilà. Et ensuite, Éric Ciotti vient au devant de la presse pour dire, nous avons décidé tous ensemble de ne pas voter, de ne pas nous associer à une motion de censure. Et Aurélien Pradié dit, je vais réfléchir. Oui. Donc c'est tout vu. Il y aura des voix LR qui voteront certaines des motions de censure. Un gouvernement en danger Alors, il faut quand même qu'ils réunissent une majorité absolue en face, sachant que... Il faut combien de voix pour que ça passe? C'est-à-dire que la majorité absolue, c'est 287. Parce qu'il y a des sièges vacants. Oui, c'est ça. Donc après, il faut réunir la NUPES, le RN, le groupe de M. Courson, et puis peut-être quelques LR. Alors après, sur les LR, il faudra voir à l'arrivée combien vraiment mêlent leur voix aux oppositions de gauche et de l'extrême droite. Éric Ciotti, on a vu le peu d'effet qu'a ses déclarations sur ses troupes. Laurent Wauquiez. Même Laurent Wauquiez, il n'a pas réussi. Il a quand même 19. Laurent Wauquiez qui a réuni ses amis, il n'en a pas retourné un seul. La plupart étaient prêts à voter contre ou s'abstenir. Dans cette réunion à huis clos, il a dû hausser le ton pour qu'ils s'engagent tous à ne pas voter la motion de censure de M. Courson. Ce qui est quand même bizarre. Voilà, et visiblement, là-dessus, ils auraient donné leur accord à Laurent Wauquiez. Donc, je pense qu'il n'y aura quand même pas tant que ça de LR, a priori, qui devrait voter cette motion de censure. Donc, si elle n'est pas votée, le risque, c'est du coup le risque social qui devient un peu dangereux, non? Pas seulement. Moi, je suis pas complètement convaincue. Dites-nous. Parce que, il y a eu une forte... Cette réforme est impopulaire, clairement. Le gouvernement s'y est mal pris, tout est allé de travers, et donc cette réforme est rejetée par les Français, c'est vrai. Mais
La mobilisation a été forte, mais ça n'a jamais été non plus une déferlante, quand même, faut le dire. Par ailleurs, les Français sont un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois, ils trouvent que cette réforme est injuste, et par certains côtés, enfin, en tout cas, le texte de départ l'était, ça, il n'y a aucun doute, puisque ce qui est plus juste, c'est quand même l'augmentation de la durée de cotisation que le report de l'âge. Mais en même temps, ils trouvent que, oui, finalement, ils sont résignés. Si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Donc moi, je pense que malgré tout, il y aura peut-être des blocages ici ou là de petits groupes qui vont se radicaliser, mais je ne crois pas. Je pense que ça va finir par passer et par s'essouffler, parce que Laurent Berger, tout de même, ne peut pas... il ne peut pas appeler au blocage. Ne peut pas appeler au blocage. Pourquoi ? D'autres formes de manifestation. Parce qu'il a dit, il avait prévenu dans le JDD, il avait dit attention, non, mais le 49.3, ça va chauffer. Ce qui est sûr, c'est que le 49.3 redonne de l'oxygène ou du carburant à tous ceux qui voulaient continuer, voire comme Philippe Martinez, amplifier le mouvement. Oui. Donc ça, c'est incontestable. On verra quelle forme ça prend. Il y aura ceux qui vont chercher le blocage général, mais la CFDT ne s'y associera jamais, parce que c'est contraire à l'esprit même ADN, de la CFDT. Mais ils chercheront en revanche des moyens d'action et des moyens de continuer le combat pour que, in fine, cette réforme ne soit pas appliquée. Mais je ne sais pas avec quelle chance de succès. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la NUPES, enfin Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, et comme l'extrême droite, cherchaient de toute façon à skier le 49.3. Ils y avaient intérêt. Et ils y avaient intérêt parce qu'on considère que, compte tenu du mécontentement que ça provoque et du fait que la preuve est faite qu'Emmanuel Macron n'arrive pas à élargir sa majorité pour gouverner, ça va le priver de lui, Emmanuel Macron, ça va le priver de marge de manœuvre dans le temps qui reste de son quinquennat, qui est quand même pas un petit temps. Puisque c'est quand même... c'est quand même 4 ans. Donc en 4 ans, on peut faire des choses. Il a été réélu il y a 11 mois. C'est-à-dire il y a réélu à 11 temps mois. Quand même. Ouais. Et selon la formule que j'emprunte à Flore Simon, il faut introduire des notions de météorologie. C'est-à-dire il y a les 11 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle et puis il y a le ressenti. Et le ressenti, c'est pas 11 mois. Le ressenti, ça se compte plutôt en années par rapport à Emmanuel Macron. Donc, il va être singulièrement affaibli dans la période qui vient pour continuer, soit à réformer, soit à agir comme il le souhaiterait. Et ça, c'est un élément très, très important. C'est vrai que ces projets de réforme des institutions, d'un grand texte sur une loi travail, la réforme de l'immigration, tout ça aujourd'hui paraît quand même extrêmement fragile au regard de l'échec que représente le fait de ne pas pouvoir faire adopter par l'Assemblée nationale par un vote. En ayant fait beaucoup de concessions. Et en plus, en ayant fait beaucoup de concessions, au point que ce texte était même, sur le plan purement du rendement financier, devenait presque assez discutable sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que c'est quand même un échec important pour l'exécutif. Mais en dehors de qui gagne et qui perd. Voilà, qui gagne, j'allais en dehors de tout cela, il y a quelque chose qui est très préoccupant, c'est que le texte qui va être adopté là, par le 49.3, c'est pas le texte du gouvernement. Non, c'est le texte de la droite. Commission mixte, c'est le texte de la commission mixte paritaire. C'est un texte sénateur-député, essentiellement travaillé par les sénateurs. Donc c'est l'essence même de la vie parlementaire, c'est l'essence même d'une démocratie représentative où, au cœur même de cette institution, il y a l'élaboration de compromis. Et ce qui est très, très dommageable aujourd'hui et très inquiétant, c'est qu'il y a manifestement des franges entières de l'Assemblée nationale même qui refusent toute idée de compromis. Et donc qui sont dans la véhémence, dans la vitupération, dans la virulence, pour empêcher que des compromis naissent. Et c'est ça qui est extrêmement dommageable, parce que du coup, ça entraîne une sorte d'atmosphère de crise. Il suffisait de voir à l'Assemblée l'excitation qui régnait. Dans cette excitation, d'ailleurs, certains peuvent se laisser entraîner et voter des motions de censure quand d'autres temps, ils n'auraient pas voté. Donc, et ça, c'est vraiment une atteinte très, très forte. Or, le principal défi qui était devant tous les acteurs politiques, c'est cette idée de majorité relative, qui n'est pas la culture de la Ve République, qui est une culture où il y a une majorité cohérente derrière le président, ainsi de suite. Et donc des députés dont on disait qu'ils étaient aux ordres. Et là, il faut élaborer des choses, il faut élaborer du consensus, élaborer des compromis. C'est interdit par le climat qui règne à l'Assemblée. C'est devenu interdit. Bruno, est-ce que
dans le fond, Emmanuel Macron n'avait pas intérêt aussi à prendre son risque, puisque c'est toujours l'expression qu'il emploie, prendre son risque, et il se targue souvent d'avoir un courage politique. Est-ce que ce n'était pas plus courageux de dire « je mets ça devant la représentation, devant la démocratie représentative, et je laisse les députés voter » Vous avez raison, Roselyne, il a plutôt par le passé montré sa capacité à prendre son risque, comme vous dites. D'ailleurs, autour de lui, ce midi, les avis étaient partagés. Il y avait certains qui poussaient plutôt pour le vote. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, le patron du parti, Stéphane Séjourné, était plutôt pour aller prendre son risque. Et je pense que Emmanuel Macron, au dernier moment, et puis avec Elisabeth Borne, ils ont aussi mesuré le guet-apens qui se préparait. C'est-à-dire qu'avec des députés LR dont certains dissimulaient leur vote, il y avait trop de flou dans les... J'allais dire, toutes les cartes n'étaient pas retournées. Mais quel était l'intérêt des LR? En fait, il y a deux scénarios. Qui est le 49.3? Ils ont sous-pesé les désavantages des deux scénarios. Oui. Le battu dans un vote et passé au 49.3. Ils ont estimé que, d'ailleurs il le dit, l'aspect financier a prévalu parce que au fond ça fait quand même des mois qu'ils expliquent que cette réforme est absolument nécessaire, ne serait-ce déjà au-delà de la réforme des retraites que de ne pas affaiblir la signature, comme on dit, de la France sur les marchés, c'est-à-dire ce que disait Jean-Marie. Et puis les agences de notation, etc. Absolument. Donc il y a ça qui était en jeu. Mais l'intérêt des LR là-dedans, Carole, je vois pas. Il y en avait énormément qui poussaient au 49.3. Pourquoi? Mais parce que ça leur évite d'avoir à se prononcer. Et donc, quand ils retournent dans leur circonscription le week-end... C'est d'une lâcheté... Oui, mais c'est aussi une garantie d'affaiblissement d'Emmanuel Macron. C'est comme ça, la vie politique, souvent. C'est vrai que les députés font quand même extrêmement attention à ce que leur disent les électeurs sur les marchés qui rencontrent le week-end dans la circonscription. Donc on ne fait pas de la politique avec... Ça confirme qu'on ne fait pas de la politique avec sa conscience. Ça a toujours été un peu comme ça, mais là, ça l'est beaucoup plus. Non, puis il y a le fait Pourquoi ? Parce qu'il y avait, à une époque, il y avait un chef, une ligne, un projet, etc. Il n'y a plus rien de ça. Je pense que quand on refait le film, il y a aussi quelque part à mon sens, une faute d'Éric Ciotti et d'Olivier Marleix. Ils passent ce deal avec Elisabeth Borne. Trop tôt. Ils ne concertent pas leur base de députés. Ils l'annoncent dans le JDD comme ça, tout à trac. Et déjà, le début, ça les énerve. En gros, il y avait 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers qui, suivaient la consigne de voter cette réforme et sans doute convaincus de le faire. Et puis, 1 tiers qui, pour des raisons diverses, également des raisons aussi de ne pas soutenir Emmanuel Macron et d'une détestation d'Emmanuel Macron, n'étaient pas d'accord. Donc de toute façon, au fond, depuis le début, le groupe de l'Assemblée est divisé et ils n'ont pas réussi à convaincre au moins de passer à l'abstention. Le résultat, ils vont y perdre des plumes, les LR, là-dedans Les LR, sûrement. Mais oui, mais on le voit, puisque tout le monde dit Ciotti n'a pas d'autorité. Donc déjà, ça les affaiblit un peu plus. Mais sur ce champ de ruines, il faut remonter, pour le comprendre, à la campagne pour l'élection présidentielle. La campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron cherche à être réélu. Et pour être réélu sur les conseils, naturellement, de Nicolas Sarkozy, il va chercher des voix à droite. Et donc son obsession pendant un temps, pendant cette campagne, c'est d'affaiblir Valérie Pécresse. Pour lui enlever ce qu'elle peut avoir d'électeurs pour les ramener vers lui. Alors, il a surestimé la nécessité d'affaiblir Valérie Pécresse, mais il a fait la réforme, la retraite à 65 ans pour justement affaiblir Valérie Pécresse et attirer à lui des électeurs qui seraient convaincus par la nécessité de cette réforme. Et après, ça devient un boulet pour lui parce que d'abord, Valérie Pécresse était plus faible qu'il ne le pensait, donc il n'avait pas besoin de cette concession. Et ensuite, il est lié par cela. Et il était lié aussi à ça en 2017. Non, mais en 2017, non. En 2017, non. En 2017, il n'y a pas eu critique plus implacable de la mesure d'âge qu'Emmanuel Macron lui-même. Donc s'il le fait, il le fait pour des raisons politiques. Il gagne puisqu'il est réélu. De dire le tout et son contraire lui a coûté. Exactement, mais en même temps, ça lui donne des semelles de plomb qu'il paye aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas fait cette retraite à points Alors, d'abord, premièrement, elle a été stoppée par le Covid. Il aurait pu remettre le texte... Parce que Berger était d'accord. Elle a été plombée par Édouard Philippe, il faut quand même le rappeler, pardon. D'accord, mais elle est quand même votée à l'Assemblée nationale en première lecture.
il pouvait la remettre il pouvait la remettre sur le métier. C'est pour ça que je ramène tout ça à la campagne présidentielle. Et après, il a expliqué qu'elle était trop compliquée. Alors c'est vrai qu'il y avait tout un débat sur la valeur du point, tout ça, c'était devenu. C'est vrai que c'était très compliqué. Enfin, mais avec l'agir. L'introduction de l'âge pivot. Ça a fichu tout par terre parce que c'est exactement l'inverse. Lequel âge pivot dans la dernière mouture de la réforme qui est passée au 49.3 à l'époque avait quand même été largement raboté. Mais tout de même, c'était pas la même philosophie. C'est-à-dire que Macron, à l'origine, voulait ce qu'on appelle une réforme systémique, c'est-à-dire vraiment un changement, une sorte de révolution, un changement du régime de retraite. Sauf qu'il y avait un déficit à boucher quand même avant de pouvoir mettre on est d'accord, le mais régime il se trouve par point sur pied. La capitalisation, non, il avait validé ça, qui était une idée de la CFDT. Et puis, poum, on passe à une réforme paramétrique. Donc, évidemment, puis là-dessus, il y a eu le Covid. Il a gagné sa réélection, mais il perd aujourd'hui. Juste un mot, et très vite, parce que Véronique Reissoul nous attend, ou nous l'attendons plus exactement. Et vous parliez d'Édouard Philippe, mais Édouard Philippe, on ne l'a pas vu, là. Mais ils sont tous bloqués. Tous. Vous avez beaucoup entendu François Bayrou, vous avez beaucoup entendu Laurent Wauquiez, vous avez beaucoup entendu Bruno Le Maire. Non, mais Laurent Wauquiez, on ne l'entend jamais. Là, sur les retraites, je vais vous dire, tous ceux qui potentiellement visent 2027 se taisent. Motus et bouche cousue. Pipo Museau. Avance avec la lumière, on te suit. Vous connaissez Pipo Museau. Véronique Reissoul. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous allez nous jouer aussi du Pipo Museau ? Pipo Museau. Bah écoutez, ce que j'ai fait, c'est que évidemment, on a fait sauter la chronique qu'on avait prévue parce que je vais essayer de vous dire ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Voilà. Bien, figurez-vous que depuis l'annonce, 300 000 messages sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on peut dire que ça intéresse les Français, alors qu'ils sont encore au travail pour beaucoup. Eh bien non, ils ont aussi commenté. Il y a 3 grandes catégories. Première, elle rejoint ce que vous disiez, Jean-Marie, qui sont les huées, les hurlements et l'ambiance qui ont été beaucoup commentés. Le deuxième point, et qui est celui qui enfle avant de rentrer sur le plateau, je le constatais encore, c'est la notion de déni de démocratie et la notion de confrontation avec des appels à manifestations spontanées, en particulier à la Concorde où les rangs grossissent et où les gens se réjouissent des rangs qui grossissent, et puis des appels à la grève et aux manifestations dans les jours qui viennent, avec de plus en plus de monde et une forme de remontage de la motivation qui avait un peu baissé et où les uns et les autres se disent bien non, il est temps. Donc juste après quelques heures d'annonce, on est plutôt dans cette logique-là. Et puis le troisième typologie de sujet, c'était beaucoup autour de la dissolution et la suite et la faiblesse et des commentaires, mais qui restent encore plus circonscrits aux militants qu'aux Français au sens large, qui sont plus sur le sujet de « il faut aller militer finalement et il faut aller manifester finalement ». Ça fonctionnait, ou en tout cas ça a eu un effet. L'autre point aussi que j'ai noté, c'est qu'il y a une montée d'Emmanuel Macron dans les messages. Il n'était pas tant cité que ça jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, c'est essentiellement Emmanuel Macron. Les Français pensaient que la réforme allait passer. Ils se sont habitués à Mme Borne. Mais il y a évidemment des commentaires sur Mme Borne, mais c'est surtout Emmanuel Macron qui est pointé dans les messages cet après-midi. Le principe du 49.3 était rejeté alors que les Français pensaient que ça allait passer. Ils pensaient que ça allait passer avec des votes. Et le constat, il y avait pas mal de messages tout à l'heure, on regardera comment ça continue à monter, qui était la notion de défiance qui a été renforcée auprès des politiques en disant que les petits arrangements qui ont été dénoncés, ça leur a pas trop plu et que finalement tout ça pour ça, est-ce que c'était vraiment si utile ? Et les grands gagnants, ce ne sont pas les partis d'opposition, ça n'est pas M. Mélenchon, ça n'est pas Mme Le Pen, ce sont les syndicats qui sont salués dans beaucoup de messages en disant il y a une forme d'unicité, d'alignement et de cohérence qui est extrêmement saluée par les Français dans les messages cet après-midi. Alors, il y a on vous l'a dit, il y a la grève des éboueurs et on peut comprendre d'ailleurs qu'on n'ait pas envie de travailler 2 ans de plus quand on vide des poubelles, bref. Et vous parliez des perdants et des gagnants, mais finalement, les premiers gagnants de cette réforme, ce sont les rats qui envahissent Paris et qui se régalent des déchets dans les poubelles. Eh bien, disons que la grève des éboueurs, c'est un symbole, c'est vraiment un symbole. Bon, il a été un petit peu effacé cet après-midi par le 49.3, mais faites confiance à ce symbole pour être de nouveau visible, très 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 visible dans les jours qui viennent, puisqu'il a été décidé qu'elle serait maintenue, voire même renforcée.
Alors c'est un symbole, comme vous le voyez là sur ce message, où vous avez des députés d'opposition qui se réjouissaient en faisant admiration totale pour les éboueurs en grève, qui rendent visible dans la capitale la colère d'un peuple tout entier, juste devant l'Élysée. Merci à eux. Plein et entier soutien dans la lutte. C'est aussi un symbole à l'étranger. Pas très joli le symbole, regardez, voilà, Welcome to Paris, là, une vraie ville avec des vrais gens qui arrivent avec leur métier et leurs revendications, leur grève et qui vivent en dehors de votre séjour touristique. Des images qui ont été donc commentées à l'étranger, comme vous pouvez l'imaginer. Et à l'étranger, vous le savez, il y a une magnifique série qui s'appelle Emily in Paris, qui nous fait rayonner. Eh bien, Emily a pris une petite claque, là, on peut se le dire. Elle prend cher la carte postale de Emily in Paris, parce que ce sont les images qui étaient diffusées un peu partout. Voilà, des magnifiques images. C'était déjà une vision de Paris qui était quand même qui était un petit peu particulière, mais qui fonctionnait. Féerique, hein. Ouais. Et d'ailleurs, comme c'était féerique, on faisait des tas de photos de Paris quand on était touriste. Et bien voilà les photos que l'on fait aujourd'hui. Elle habite là, en fait. Exactement. Et donc le bonheur des fans d'Emily de Paris qui visitent les décors de la série. Et voilà, je vous laisse regarder cette dame qui fait une photo sur le côté est une touriste. Et je ne suis pas certaine que dans la série, ils imaginaient qu'on ferait des jolies photos comme ça. Voilà, ça fonctionne bien. Mais quand on dit poubelle, eh bien, on a aussi des blagues. Des blagues, je sais que vous les aimez bien. Alors il y a eu... Il y a une blague qui est la number one sur les réseaux sociaux, c'est poubelle, la vie, évidemment. Alors, je vous laisse tous les jeux de mots. Donc, rue Saint-Ferdinand à Paris 17e, cet après-midi, poubelle, la vie. Sinon, vous avez des petits dialogues. Et tu fais quoi ce soir? Moi, je regarde poubelle, la vie. Hop, voilà. Et puis, évidemment, on a un petit combo avec... Poubelle la vie et Emily in Paris. Je vous laisse la savourer. Elle a été partagée. Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. Ah, voilà. Et vous vouliez faire aussi un petit tour. Il y en avait aussi avec Emmanuel Macron, j'ai vu aussi. Elle est formidable, la robe avec les Elle est magnifique, magnifique. Elle a été extrêmement reprise. Et vous vouliez faire un petit tour dans le métro aussi, Véronique? Oui, parce qu'on est en train de parler de Paris. Et figurez-vous que les Parisiens, ils aiment bien. C'est Zazie. Alors cette fois-ci, Zazie, en fait, c'est des étudiants, un petit groupe d'étudiants qui a lancé un défi. Et ils ont dit, voilà, on va aller visiter, on fait tout un après-midi, on va parcourir toutes les 16 lignes du métro de Paris et on va donner des notes sur les moquettes, les sièges, bref, ceci est notre histoire et ils nous ont emmenés. Cette série a eu un succès fou sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas vous les passer, les 16, je vous en ai sélectionné 4, les 4 meilleures, celles qui ont eu les meilleures notes et les moins bonnes notes. Alors, la ligne 13, si hier soir fut une épreuve, mais quel bonheur, ces sièges d'une violine profonde mêlée d'un pourpre aux nuances riches sont un régal pour l'œil comme pour le fessier, doux et solide à la fois, une assise qui offre confort et sécurité sur une ligne intense et belle, 10 sur 10. Autant vous dire que celle-là, elle a été beaucoup appréciée. La ligne 10, on dira ce qu'on voudra, mais moi je l'aime, je l'adore cette ligne. Regardez ce bleu, c'est un lagon, c'est un océan, c'est rustique, oui, mais putain, la vie, parfois, c'est dur et en même temps, c'est doux. Et c'est ça, le secret d'un vrai bonheur. 10 sur 10. Mais elle est pas mal, hein, celle-ci. Après, la ligne 12 a eu une moins bonne note. C'est un très mauvais moment. Un siège mitigé à la couleur dégluti par les cohortes de voyageurs qui ont exercé leur lassitude et leur douleur. Un endroit empreint de souffrance, bleu de tristesse, orange de sang vidé. Rien ne va sauver la ligne 12, elle va mal. Et enfin, un autre, mais là, ils ont eu carrément 0 sur 10. C'est la ligne 7. Nul, remboursé, c'est quoi ça, ce rose artificiel? Il n'y aurait pas mon indulgence, cette ligne est l'endroit où les oiseaux vont pour mourir et ces banquettes supposément gaies et radieuses ne sont là que pour vous distraire de façon honteuse. Je dénonce. Voilà. Mais c'est sur la ligne 8 qu'il y a le plus de grèves. Peut-être qu'il y a un lien. Peut-être qu'il y a un lien. Celle où il y a le plus mais en tout cas, ce trid qui est long, je vous invite à aller le regarder, parce qu'il est très drôle, mais a eu beaucoup de succès. Les Parisiens ont trouvé que voilà, c'est une façon de regarder le métro différemment. C'est pour l'édification de Jean Castex. C'est ça. Voilà. Mais la ligne 13, on peut jamais s'asseoir, me dit une certaine fleur dans l'oreille. C'est pas faux. Ah oui, décidément, Flore est à l'honneur. C'est la soirée de Flore qui est en régie, que nous remercions pour avoir préparé cette émission. Flore qui aussi nous éclaire de ses chroniques sur France 24. Merci à tous, merci à vous et à toute l'équipe technique. À très vite. La vie est une question d'équilibre. Donner et recevoir. Et les forêts nous donnent tant. Elles purifient l'eau. Elles nettoient l'air.
Elles aident à lutter contre le changement climatique en captant le carbone. Elles nous procurent de la nourriture et des médicaments essentiels. Et elles contribuent à notre bien-être. Mais nos forêts sont vulnérables. Elles sont menacées par les incendies, les ravageurs, les sécheresses et d'autres dangers. C'est pourquoi nous devons veiller sur elles. Nous devons donner et pas seulement recevoir. Des forêts saines pour des personnes en bonne santé. Cinéma, mode, musique, les femmes marocaines sont à l'honneur cette semaine dans À l'affiche. Mariam Touzani, la réalisatrice du Bleu du Caftan, l'ambassadrice de la mode marocaine à l'étranger, Fadila El Gadi, et la rappeuse Rtek. Nous sommes à Casablanca pour vous faire découvrir 3 artistes qui font entendre leur voix dans une société encore largement dominée par les hommes. À l'affiche, à voir sur France 24 et sur france24.com. T'as les passeports? Je suis un extraterrestre, papa. Oui. Bah non, c'est toi qui les as. Ah bah non. Ah bah si. Regarde. Ah bah si. Tenez, madame. La météo avec Carrefour Voyage. Élu meilleure agence pour vos vacances. Carrefour, bien plus que des courses. Vous, au moins, vous pouvez voir la météo avec Aesio Mutuelle. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui.